Je me présente, je m'appelle Raphaël Ferry, je suis conseiller environnement à l'Afrodon Grand Est sur le site de Malzéville, près de Nancy. Je vais vous présenter un petit peu ce qu'est l'Afrodon. On va faire un petit tour sur qu'est-ce que c'est qu'une trame et qu'est-ce que c'est qu'une trame brune. Ça va être, c'est un webinaire qui va vous apporter des connaissances assez basiques. Donc si voilà, donc c'est toujours intéressant si vous avez déjà ces connaissances-là, mais on n'ira pas très très loin en profondeur non plus. Donc des fois, voilà, peut-être que vous allez peu découvrir peu de choses, mais des fois c'est pas plus mal aussi d'approfondir, enfin de pouvoir renforcer un petit peu ses connaissances sur le sujet-là. Alors du coup, donc Fredon Grand Est, c'est un syndicat professionnel formé il y a une centaine d'années maintenant par la partie agricole, les viticulteurs qui avaient besoin d'aide sur tout ce qui était parasites, ravageurs, etc. Et depuis, en fait, on s'est, bah, forcément, le temps passant, les problématiques étant plus grandes, on s'est euh, renforcé sur certains sujets et puis aussi, on a élargi aussi notre spectre de nos missions. Donc aujourd'hui, on travaille sur tout ce qui va être lié au végétal, donc ça va être la santé des végétaux en soi, donc en zone agricole, dans les espaces verts aussi, dans les pépinières. Sur tout ce qui est santé publique aussi, avec les problématiques d'ambroisie, par exemple, qu'on peut avoir au berce du Caucase ou d'autres, et la protection de l'environnement, donc tout ce qui est lié à la biodiversité de manière générale. Mais l'environnement, c'est pas juste la nature, c'est aussi l'environnement, c'est surtout l'environnement des humains. Donc, c'est aussi de réfléchir aux meilleurs aménagements possibles qui puissent être gagnant-gagnant, on va dire, pour tout le monde. Donc, tous les êtres vivants, dont les humains. Donc, on n'oublie pas cette partie-là, évidemment. Voilà, on fait de la surveillance, de l'accompagnement, on conseille, on forme, on informe, on sensibilise, on coordonne, on fait énormément de choses, mais tout ce qui est en amont, après le travail sur le terrain, c'est pas nous qui le faisons. Euh, donc voilà, donc on est là vraiment en amont, on est là pour faire du conseil, on est sur la partie aménagement, on fait du on a un bureau d'études. Donc voilà, donc on est capable de vous accompagner et puis après bah, de faire travailler les entreprises locales sur vos projets. Nos partenaires sont les deux grandes structures comme le gouvernement, enfin comme l'État français, comme l'Union européenne, l'Agence de l'eau, et puis la région. Et puis voilà, ça s'inscrit aussi sur leur pôle santé du végétal. C'est pas moi qui m'en occupe, donc je vais pas rentrer dans le détail, mais en gros, on s'inscrit sur plein de missions générales sur tout ce qui touche à l'environnement de manière globale, en agriculture aussi, par exemple. Donc, je vais vous parler de la trame. Et déjà, on peut se poser la question, qu'est-ce que c'est qu'une trame? Donc, une trame, c'est une continuité écologique, c'est un corridor écologique, on appelle ça aussi, qui va se baser essentiellement sur les paysages existants. Donc, l'idée, c'est pas de tout réaménager, c'est de prendre en compte l'existant et de réaménager, euh, d'aménager des corridors pour faire fonctionner, en fait, pour faire des liens entre différents réservoirs, différents sites refuges qu'on peut trouver sur un territoire donné. L'idée, c'est qu'il y ait des déplacements possibles pour tous les êtres vivants qui en ont besoin pour se nourrir, pour se reproduire, aussi pour changer de territoire, de manière générale. Donc, du coup, ça s'articule autour d'un corridor écologique. L'idéal, c'est qu'il soit continu. Parfois, il est discontinu. Euh, parce qu'il y a des infrastructures humaines qui empêchent ça, et aussi dans certains cas, des réservoirs de biodiversité ne sont pas amenés en fait à être liés à d'autres pour des raisons écologiques. Et donc concrètement, ça va se donc concrètement, ce sont des liens entre ces réservoirs de biodiversité. Et comment on fait ces liens? Et ben, en fait, on fait des liens avec différents paysages. Donc ça va être par exemple tout ce qui va être l'eau, la terre, on va le voir aujourd'hui, et puis aussi forcément le végétal. Mais il en existe d'autres parce qu'il y a d'autres besoins de la part de certains êtres vivants. Ça va être par exemple l'absence de pollution lumineuse. Ça peut être aussi le vent, ça peut être aussi le son. Voilà, dans des zones très bruyantes, il y a des êtres vivants, dont les humains d'ailleurs, qui ont besoin de calme. Donc il y a toutes ces réflexions. Avant tout ça, donc, parce que je vous ai parlé un peu de biodiversité, des êtres vivants, on va essayer de faire un petit tour pour voir bah, qu'est-ce que c'est que justement la biodiversité.
Donc là, vous avez un magnifique lynx boréal qu'on peut trouver dans les Vosges. L'idée, ça va être de comprendre un petit peu, bah voilà, qu'est-ce que c'est que la biodiversité pour du coup comprendre un petit peu les enjeux et l'importance des trames. Donc, vous allez voir, c'est pas très compliqué en fait à comprendre, mais c'est assez complexe, c'est quand même très riche. On pourra que l'effleurer un petit peu aujourd'hui, forcément. Euh, donc du coup, une partie de la définition, c'est que c'est un ensemble de la diversité des formes du vivant. On ne va pas s'arrêter aux animaux végétaux, aussi, dans la biodiversité, il y a aussi les champignons, les bactéries, les virus, d'autres encore formes de vivants qui sont, bah, qu'on ne voit pas tous les jours, mais qui sont très importantes pour les écosystèmes. Ce sont aussi différents milieux. J'en ai parlé un petit peu tout à l'heure. C'est ce qu'essaye de prendre en compte en fait les différentes trames. Alors ça va être les cours d'eau, les lacs, les océans, les bosquets, les forêts, les arbres isolés. Voilà, qui n'ont pas du tout la même biodiversité les uns et les autres. Vous avez aussi forcément les prairies, les champs et les haies. Ensuite, vous avez, et ce qui est très 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 important à prendre en compte, ce sont les différentes interactions entre les espèces et entre les espèces et les différents milieux. Voilà. C'est pas parce que vous plantez un arbre, c'est pas parce qu'on plante un arbre ou on fait un alignement d'arbres que, même s'il est diversifié, qu'il y aura des interactions. Parce que peut-être que les espèces présentes, en fait, n'ont pas d'intérêt envers ces végétaux-là, et donc, en fait, il n'y a pas d'interaction entre elles. Donc, en termes de biodiversité, c'est très pauvre, malgré le fait peut-être d'avoir planté beaucoup d'essences d'arbres différents. Tout ça, c'est important, la biodiversité, parce qu'en fait, d'un point de vue humain, on appelle ça des services écosystémiques. Euh, C'est-à-dire qu'il y a des apports, en fait, des intérêts particuliers pour nous, les humains, qu'apporte la biodiversité. Donc, on a notamment l'approvisionnement avec l'oxygène, hein. Sans végétaux, pas d'oxygène, pas de vie pour nous, en tout cas sur Terre. L'importance de l'eau douce que peut apporter aussi la biodiversité, la nourriture évidemment, et tout ce qui est matières premières et les médicaments. Par exemple, c'est un chiffre à peu près, je crois que c'est 75% des médicaments sont issus d'une plante en fait, d'un végétal. Donc on sent l'importance quand même de préserver ces espaces, des espaces particuliers pour ces plantes-là, parce que sinon on perd énormément en termes de santé, en tout cas en termes de soins. Ensuite, on a la régulation. Donc forcément, enfin, on en parle beaucoup en ce moment, c'est le stockage de CO2 euh, qui va se faire notamment par le végétal, et aussi par la vie du sol. La pollinisation, alors on parle beaucoup des abeilles, mais il n'y a pas que les abeilles. Déjà, en France, il y a 1 millier d'espèces d'abeilles différentes, qui ne sont pas toutes l'abeille domestique. Et puis ensuite, vous avez d'autres espèces, vous avez les mouches, vous avez aussi les oiseaux qui peuvent polliniser, vous avez aussi les moustiques qui pollinisent, les papillons de nuit, etc. Euh, La, la prévention des inondations, très très importante, forcément. On l'a vu hein, cette année, enfin l'année dernière, dans le nord de la France. Euh, certains espaces peuvent être très intéressants pour faire zone tampon en fait, sur ça, pour des problématiques d'inondation. Ensuite, nous avons, là c'est un petit peu plus pointu, mais c'est vraiment très très important, c'est les cycles biogéochimiques, c'est-à-dire les cycles de l'azote, de l'eau, des carbones, des nutriments qui sont totalement bouleversés depuis l'après-guerre à peu près, mais un petit peu avant quand même, depuis l'ère industrielle, on va dire. Ça, c'est des gros problèmes parce que du coup, bah, on en a besoin aussi dans l'agriculture. Et donc, quand les cycles sont complètement perturbés, c'est très difficile après de les reformer. Bon, je ne rentre pas trop dans le détail, mais vous voyez un petit peu l'esprit. Et toute la partie socioculturelle qu'il ne faut pas oublier aussi, donc ça va être tous les services récréatifs, bah, c'est-à-dire en fait, c'est ce qui est un petit peu abstrait par moment, un paysage, un bien-être, euh, des régions très intéressantes pour le tourisme, etc. Vous avez aussi tout ce qui est spirituel. Donc toute cette partie-là, c'est très lié à l'humain, mais c'est indispensable pour nous dans le sens où bah, c'est un bien-être que peuvent nous apporter la biodiversité de manière générale, donc certains espaces en particulier, et certains êtres vivants aussi. Nous avons 5 facteurs responsables du déclin de la biodiversité. Ils ne sont pas forcément dans l'ordre parce que ça dépend des endroits. On a la fragmentation, la destruction des milieux naturels. Donc c'est ce qu'essayent de régler les différentes trames.
Ça, c'est simplement dû aux infrastructures humaines. On a la surexploitation des espèces, donc notamment dans la pêche et dans l'élevage intensif. Donc, j'ai pas de chiffres en tête à vous donner, mais peut-être que vous êtes déjà tombé dessus sur le nombre de poissons enfin, qui disparaissent. Vous avez aussi sur l'élevage intensif bah, la masse des animaux domestiques, enfin, qui nous servent à nous nourrir face aux animaux sauvages. Bon, voilà, tout ça, en dehors des chiffres, c'est une vraie problématique pour la biodiversité, qui est aussi une diversité génétique. Et donc, si on n'a que les mêmes espèces, ça peut poser problème de ce côté-là. On a les pollutions, donc atmosphériques, lumineuses, sonores, chimiques, plastiques. Il y en a encore d'autres, forcément, qui ont des gros impacts sur la biodiversité. Pareil, ça dépend toujours des espaces. Les pollutions dans la région parisienne, par exemple, forcément, c'est plus impactant que la surexploitation des espèces. On a l'introduction d'espèces envahissantes, on va le voir un petit peu tout à l'heure, notamment avec le commerce mondial. Euh, donc ça a un impact aussi sur... alors, par exemple, peut-être autour de chez vous, si vous avez déjà vu, vous avez la renouée du Japon, donc qui peut, par exemple, poser des gros problèmes pour s'en occuper, qui pose des gros problèmes de biodiversité. Et puis surtout sur les îles, en fait, sur toutes les parties insulaires des territoires, en fait, on a des grosses problématiques d'espèces envahissantes. Et puis, il y a évidemment le changement climatique, c'est-à-dire que ça demande un déplacement des espèces, ça demande, c'est des modifications des espaces et qui peuvent poser problème à beaucoup d'êtres vivants qui ne sont pas capables soit de s'adapter, enfin, de s'adapter assez vite, soit qui sont dans des espaces tellement rares que si celui-ci change, si cet espace change, et ben en fait, il disparaît tout simplement. Donc voilà. Et ensuite, donc il y a ce qui est très important, c'est l'effet domino, hein. C'est les espèces, en fait, les interactions entre les espèces, j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure, sont tellement importantes pour certaines espèces, notamment pour les papillons, par exemple, pour rester par chez nous, qui fait que si certaines espèces de plantes disparaissent, en fait, les papillons disparaissent aussi, puisqu'elles sont liées, les papillons sont très liés à certaines espèces de plantes particulières. Voilà. Donc, hop, il y a aussi des connectivités donc, qui sont négatives. C'est-à-dire que on a des problématiques. On pourrait se dire, par exemple, le canal du Panama, bah, c'est pas mal. Alors, le Panama, c'est en Amérique du Sud, en Amérique centrale, l'idée, c'est de faire un lien entre l'océan Pacifique et l'océan Atlantique. On pourrait se dire, on a fait une trame bleue, en fait. Oui, sauf qu'en fait, elle va poser problème avec des déplacements d'espèces qui n'ont jamais été en contact depuis des millions d'années, puisque l'océan Atlantique et l'océan Pacifique ont été des océans qui étaient séparés par justement l'Amérique du Sud et l'Amérique du Nord. On a la même chose en Méditerranée, on en parle un petit peu avec le poisson lapin, qui est une espèce qui vient de l'océan Indien, qui aime bien un petit peu aller dans la mer Rouge, et puis qui, du coup, via le canal de Suez, se déplace jusqu'à la Méditerranée, apprécie cet endroit-là aussi, et du coup, bah, il exerce une pression particulière qui fait que les espèces qui sont indigènes à la mer Méditerranée bah, ont un concurrent en plus qui peut poser problème. Forcément. Et donc là, ça passe par le canal de Suez aussi. Pareil, petite trame bleue intéressante. Bon, là, on a des grosses échelles, hein, forcément. Mais l'impact n'est pas neutre. Et sur le sol, ça va être la même chose avec, par exemple, donc là, vous avez... alors, j'aurais pu prendre une photo avec un peu plus de recul, mais en fait, la Suède et le Danemark ne sont pas liés du tout par la terre. Et, euh, et pour des besoins humains hein, qui peuvent répondre à des problématiques intéressantes, on a construit un pont, le pont d'Øresund, entre la Suède et le Danemark, donc qui se finit pas dans l'eau, comme vous pouvez le voir, mais en fait, c'est un pont-tunnel. Après, il y a un tunnel en fait, qui rejoint le Danemark. Et donc, OK, il y aura pas forcément, il n'y a pas un élan qui va se déplacer de la Suède au Danemark, mais vous allez avoir des problématiques d'autres des animaux qui, via ce moyen de communication-là, vont se déplacer d'un pays à un autre et qui, en fait, d'un espace d'une terre à une autre et qui, en fait, n'avaient pas de lien depuis des millions d'années. Voilà. Nous, on va parler beaucoup aujourd'hui du coup de la trame brune. Donc l'idée, c'est de vous expliquer un petit peu ce que c'est. Donc vous avez compris que c'était des corridors. En fait, une trame, c'est un corridor, hein, c'est un couloir en fait qu'on essaye de mettre en place avec l'idée, contrairement à ce que je vous ai montré juste avant, avec l'idée qu'il y a un intérêt pour les êtres vivants.
Parfois, en fait, il n'y a pas d'intérêt à mettre. Par exemple, vous allez avoir des réservoirs de biodiversité avec des espèces particulières où il n'y a pas d'intérêt à relier entre eux parce que certaines espèces peuvent se faire, en fait, comment dire, elles peuvent être mises en concurrence alors qu'elles ne l'étaient pas. Euh, donc pour l'instant, par rapport aux trames brunes, donc l'idée c'est bien de construire quelque chose d'intéressant pour les êtres vivants de manière générale. Et donc ça se passe au niveau du sol. Euh, Ça permet du coup le déplacement et les interactions entre toutes les espèces qui sont liées au sol, en sachant qu'il y a énormément d'espèces qui vivent dans le sol. On va voir ça ensemble. On a beaucoup de, enfin l'humain met beaucoup de ressources pour aller dans l'espace et réfléchir un petit peu, enfin et essayer de découvrir des choses dans l'espace, alors que c'est du vide, hein. Ce qui aurait été intéressant aussi, ça serait quand même de mettre un petit peu plus d'argent sur la recherche sur bah là, qu'est-ce qui se passe dans le sol. Et donc, il y a un peu plus d'argent aujourd'hui. Depuis 20, 30 ans, on découvre des choses qui sont étonnantes parce qu'en fait, on- on a ça sous nos pieds en fait depuis des millions d'années et des milliers d'années pour nous, des centaines de milliers d'années pour les humains. Et en fait, on savait pas trop à quoi ça, on savait pas trop, on comprenait pas en fait cet espace-là qui est la Terre, qu'est-ce qui se passe sous nos pieds. Et donc aujourd'hui, en fait, on est un peu plus capable de le faire grâce à une multitude de recherches. Et ce qui est intéressant, par exemple, et ce qui est assez vertigineux, je trouve, alors qu'on est vraiment dans des tout petits espaces, c'est la richesse, la diversité et la dynamique créée par les êtres vivants dans le sol. Donc là, vous avez un exemple, juste avec des chiffres qui sont, vous voyez, on voit des centaines, des milliers, des millions, des milliards d'êtres vivants dans une cuillère à café de sol. Alors, dans un sol assez riche, hein, mais c'est très intéressant de voir qu'en fait, il y a énormément de vie. Et petit clin d'œil, en fait, on appelle ça terre végétale, mais est-ce que on peut pas se poser la question si c'est pas plutôt une terre animale? Parce qu'en fait, il y a énormément de vie à l'intérieur, et c'est cette vie-là, en fait, qui fait que nos sols sont fertiles et utiles à tous. Donc, pour vous chiffrer un petit peu la richesse des sols, on estime qu'il y a 25% des espèces vivantes sur Terre sont dans les sols. Que les vers de terre sont très très importants et qu'ils brassent énormément de terre. Donc on voit sur un hectare, on est entre 300 et 600 tonnes de terre sont digérées par les vers de terre, ce qui est gigantesque. Et on en parlera un petit peu tout à l'heure du lien avec l'eau. Et donc du coup, d'après des études, en fait, on voit qu'un sol perd 90% de sa capacité d'absorption d'eau en cas d'absence de vers de terre. Donc c'est très important quand vous avez on va dire des communes agricoles, des fois des coulées de boue dans les champs ou quand vous avez des inondations, de vraiment prendre soin en fait des terres qui sont sur votre territoire, puisqu'elles peuvent elles peuvent du coup régler certains problèmes, en tout cas faire tampon sur des problématiques d'inondation ou de ruissellement, etc. Là, je vous ai parlé des animaux, mais les végétaux, c'est la même chose. Il y a beaucoup d'interactions via le système racinaire enfin, parmi les végétaux. Donc, ce qui peut être intéressant, c'est d'éviter le tout propre, parce que ça va permettre de nourrir le sol en créant de la matière organique qui va pouvoir être décomposée et qui va nourrir en fait les champignons, qui vont permettre aux végétaux d'être en meilleur développement, en meilleure santé. On en parlera un tout petit peu après. Il faut que vous fassiez attention en fait à observer les possibles réseaux. Donc là, par exemple, sur la gauche de la photo, vous avez des peupliers d'Italie qui ont une tendance à être très liés entre eux. Et donc, quand vous mettez du sel de déneigement, par exemple, un- sur un arbre, en fait, il peut infecter tous les autres, tout simplement parce qu'ils sont reliés entre eux, qui s'échangent en fait, qui s'échangent des nutriments, qui s'échangent de l'eau. Et donc, forcément, le sel de déneigement est compris aussi dans ces échanges-là. On évite du coup les produits chimiques, c'est la même chose que pour le sel. Ça marche aussi avec la javel ou d'autres, hein, ouais. Euh, Ce qui peut être aussi intéressant en termes de prévention, c'est d'éviter les plantations monospécifiques pour éviter que les maladies s'étendent via ce réseau-là. Parce qu'il y a des bonnes choses qui passent dans le système racinaire, mais il y a aussi des champignons, des virus, etc. Et donc ils peuvent poser problème. Dans la trame brune, ce qui est intéressant, donc, c'est la vie du sol, et puis, c'est-à-dire les animaux que je vous ai montrés tout à l'heure, les collemboles, les vers de terre, etc.
Vous avez aussi les mycorhizes, donc c'est en fait c'est une symbiose entre le champignon qui nourrit en fait la plante pour lui donner des sels minéraux, et la plante, elle, en échange, elle lui donne le sucre créé par la photosynthèse que le champignon n'est pas capable de faire. Et donc, c'est un échange d'eau et de nourriture entre le champignon et la plante, et c'est donc la création d'un réseau. Euh, Ça, c'est très important, et c'est très important dans le sens aussi où quand vous faites des plantations, notamment urbaines, avec des arbres euh, qui peuvent venir d'ailleurs, en fait, c'est de prendre en compte aussi le lien que peut avoir certaines essences. Là, on a par exemple l'Asimina triloba, donc la ziminier, qui est un fruitier qui pousse en Amérique du Nord et qui en fait a besoin d'une mycorhize particulière et qu'il n'arrive pas à trouver en Europe. Et donc, du coup, le développement est beaucoup moindre parce qu'il y a d'autres mycorhizes, mais ça ne lui convient pas forcément. Et donc, du coup, il y a des problématiques de croissance. Voilà, donc ça, c'est aussi des choses qui peuvent être intéressantes quand vous voulez planter des plantes, des arbres notamment qui viennent de d'autres continents, de voir si ça peut être compatible ou pas, et du coup, quelles sont les conséquences. Est-ce que l'arbre il va bien faire 10 mètres comme c'était indiqué, ou est-ce qu'il va en faire moins parce que bah, du coup, il n'y a pas les conditions nécessaires pour lui pour se développer correctement. Au vu du changement climatique, en fait, on essaye de nouvelles essences dans les aménagements, donc c'est quelque chose à prendre en compte. Un point très très important, je pense que c'est peut-être même la phrase clé à retenir en fait de tout le webinaire là, ce qui fait que dès que vous avez un aménagement qui touche au sol, dès que vous avez, je sais pas, un besoin de construire ou quoi que ce soit, ayez en tête que c'est la plante qui fait le sol, c'est-à-dire que quand les feuilles tombent, quand les branches tombent, quand elles meurent, elle va être dégradée, elle va se décomposer sur le sol, et c'est la vie du sol qui va gérer sa fertilité. Donc c'est la vie du sol qui va gérer la fertilité du- euh, pour la plante et pour les futures plantes, les futurs végétaux qui vont s'installer. Donc pour faire court, en gros, votre arbre, il perd ses feuilles, la vie du sol les mange, la mange, et crée la matière minérale nécessaire aux plantes. Et donc, du coup, la plante se développe, elle recrée des feuilles qui renourrissent le sol, etc., etc. On a tendance des fois à dire la fameuse phrase de Lavoisier, c'est rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Alors sur Terre, c'est un peu le cas, mais à la photosynthèse, en fait, il y a un apport extérieur à la Terre et qui permet en fait du coup de créer un humus via la vie du sol. Et donc c'est comme ça qu'en fait il y a de la vie sur Terre et que le sol très précieux peut se composer, se construire sur tout ce qui est roche-mère, etc. Bon, je rentre pas dans le détail, mais c'est pour vous dire que c'est vraiment très très important de prendre soin de vos sols de manière générale. Donc, pour en prendre soin, je vais vous faire un petit rappel réglementaire. On ne met plus maintenant, c'est interdit, de produits phytosanitaires, ni de vinaigre, ni de sel, ni d'eau de javel, ni d'essence, ni de lessive, ni de ce que vous voulez, ni de recettes à la grand-mère, etc. sur les sols, simplement parce que ça les dégrade. Alors peut-être qu'à l'échelle locale, vous allez vous dire, c'est pas très grave si j'en mets un petit peu. La grosse problématique, elle est sur le fait que en fait, la qualité des sols, de manière générale, se dégrade de plus en plus. Et que les réserves que vous avez chez vous, c'est peut-être sur votre territoire, vous avez peut-être un sol qui est de très bonne qualité et en grande quantité, mais c'est pas le cas ailleurs. Et donc, du coup, notamment dans les grandes zones urbanisées, du coup, c'est un grand problème de partage en fait de ces ressources-là. C'est-à-dire que bah, vos terres en fait ont beaucoup de valeur parce que on les trouve pas ailleurs. Donc c'est très important de ne pas les polluer. Et c'est ce qu'a fait du coup cette fameuse loi Labbé, donc cette interdiction de produits phytosanitaires sur les lieux privés euh, et les lieux publics. Donc ça c'est très très important. Ayez toujours ça en tête. Si vous avez des vieux stocks, emmenez-les en déchetterie. Et maintenant il y a beaucoup d'alternatives, on va en parler un petit peu tout à l'heure, qui permettent de se passer de ça. Et c'est pas plus mal. Voilà, là, je vous ai remis un petit peu. Il y a des dérogations encore jusqu'en juillet 2025 sur certains terrains de grands jeux, sur les golfs, etc. C'est des dérogations particulières, mais elles vont y passer aussi et c'est pas plus mal. Alors, du coup, ça demande beaucoup de connaissances, ça demande des techniques particulières, ça demande aussi de mettre en œuvre
des machines qui n'existent pas forcément encore, ou qui sont pas encore totalement au point pour qu'elles soient super efficaces. Je pense que vous avez déjà fait le cas avec certaines techniques de désherbage qu'on vous a conseillées il y a 10 ans, puis qui sont pas si fonctionnelles que ça. Mais voilà, au final, on teste, et c'est pas plus mal, on évite de polluer, et c'est une très bonne chose. Concernant la pollution, justement, là, vous avez en fait, une répartition de la concentration moyenne des polluants dans les sols en France. Donc, vous voyez, vous avez 80% du territoire national qui est affecté. On peut supposer que là où ce n'est pas le cas, ce sont des zones qui sont peu urbanisées, qui sont soit difficiles d'accès, etc. Et vous avez plus de la moitié qui est en dépassement. C'est-à-dire que l'eau n'est pas forcément, enfin, d'après les normes, en fait, l'eau ne serait pas potable d'après les normes indiquées. Voilà, d'où l'intérêt, en fait, d'éviter les polluants. Alors évidemment, il y a aussi la partie agricole qui devrait faire la même chose, mais bah, pour des raisons économiques, de nourriture, de technique aussi, c'est pour l'instant assez compliqué à mettre en œuvre. Mais voilà, à l'échelle du territoire, c'est des choses que vous pouvez faire aussi. Vous pouvez aussi inciter des maraîchers bio ou ce genre de choses. Voilà, je ne m'étends pas là-dessus, sur ce sujet-là, mais il y a des programmes qui existent. Donc si c'est quelque chose qui vous intéresse, vous pouvez le faire aussi pour ne pas ne faire que sur les espaces verts et chez les gens, mais aussi sur l'ensemble de votre territoire. Donc il y a des études qui ont été faites sur les polluants qu'on retrouve dans les eaux souterraines, et donc il y a plus de la moitié qui sont des herbicides. Voilà, donc d'où l'intérêt de la loi Labbé, c'est qu'on voit bien qu'en fait, il y a ok, c'est maintenant les adventistes, il faut les gérer d'une autre manière, c'est casse-pied, effectivement, mais ça a une vraie importance, et notamment parce que ces produits chimiques restent très longtemps dans la nature. Ils peuvent avoir des problèmes, et on peut retrouver du coup il y a une problématique de durée, mais il y a aussi une problématique de dispersion. C'est-à-dire que quand vous mettez des produits chimiques dans votre sol, bah, forcément, ils vont se propager soit dans la nourriture, soit dans l'eau, etc. Et on le retrouve à la fin des fins dans le corps humain. En sachant qu'on n'est pas tous capables d'accepter, enfin notre corps, pour tout le monde, on a tous des tolérances aux produits qui sont différentes, hein, qu'on soit une personne fragile, type les enfants, les personnes âgées ou des personnes qui ont des problèmes de santé. On n'est pas tous capables d'ingérer des produits chimiques en quantité même raisonnable. Ça peut poser des problèmes, et surtout qu'on a aussi des problématiques de ce qu'on appelle le cocktail, c'est-à-dire des mélanges de produits chimiques, et là c'est encore plus compliqué à anticiper. Euh, et un produit chimique, en fait, il attaque tout le corps en entier. Donc là, je ne rentre pas dans les détails, je suis pas médecin, mais voilà, on sait que tous les organes peuvent être atteints, et donc du coup, il n'y a pas de limite. Et c'est pas parce que voilà, vous avez mis des gants que le reste, d'ailleurs, je parle pour les agents, c'est pas parce que vous avez mis des gants que vous ne pouvez pas être attaqué via la voie respiratoire, par exemple, et qui du coup se propagera dans tout le corps. Il peut vous poser des problèmes. Voilà, donc je vais vous montrer des petits exemples maintenant d'aménagement, et on va essayer de voir si... alors on va essayer de voir... attendez, j'ai un mail, parce que je me demande si quelqu'un a réussi à se connecter. Ok. Donc excusez-moi, c'était un petit problème technique. Donc je vais vous montrer des petites photos, et puis je vais essayer de vous donner mon avis. N'hésitez pas bah, si vous avez des questions ou des remarques particulières, si vous pensez ce que je dis n'est pas une bonne idée, parce que c'est vous qui êtes dans le concret, hein. N'hésitez pas à m'en faire part. Vous pouvez activer votre micro et puis en discuter. Donc là, vous avez des massifs. On en retrouve dans beaucoup de communes, hein, c'est un massif hors sol. Alors, je ne vais pas faire de remarques sur la végétation, c'est pas l'idée, c'est sur l'esthétisme, mais vraiment on se balance sur la trame brune. Donc là, vous avez, de manière environnementale. C'est-à-dire que ce massif-là, en fait, ça serait idiot de l'enlever. Simplement parce que ça demande de la machinerie, ça demande de le porter, etc. Et que et ça prend un certain temps, puis après, on en fait quoi? Donc autant le laisser. Par contre, ce qui peut être intéressant, c'est d'ouvrir en fait la partie au fond pour faire un lien en fait entre le sol, l'existant, en fait, le vrai sol, on va dire, et puis la partie enterrée en fait de ce massif-là. Ça permettra des échanges de vie. Et donc voilà, on peut faire des choses simples comme ça. C'est un petit coup de burineur
pour faire un trou au fond, et puis ça règle ce problème-là. Là, c'est intéressant parce que vous avez un massif en pleine terre, donc la problématique, elle est moindre. Il y a un paillage, donc c'est une bonne idée. Après, ce qui peut être intéressant, c'est quand même de limiter ce genre de massif, tout simplement parce que on travaille énormément le sol et ça peut venir perturber la vie du sol. Voilà, le travail du, en fait, ce que peut-être c'était peut-être un peu sous-entendu tout à l'heure, mais la vie du sol, en fait, elle se débrouille très bien pour faire en sorte que le sol soit fertile, aéré et du coup, comme je vous ai dit tout à l'heure, dans l'intérêt des plantes aussi. Donc, il faut éviter de toucher au sol. Voilà. Donc là, vous avez beaucoup de vivaces, donc c'est quand même assez intéressant. Mais si vous avez des massifs d'annuels, bah, essayez de passer aux vivaces, essayez de passer à les remplacer par des arbustes. Ça vous permettra d'éviter de toucher au sol. Du coup, ça permettra meilleure résilience, c'est un peu le mot à la mode, mais meilleure, une meilleure adaptation des plantes, un meilleur développement des plantes, juste grâce à la vie du sol. Ici, vous avez une haie ornementale, donc d'un point de vue de biodiversité, c'est bien et c'est pas bien, dans le sens où, en termes de biodiversité, il y a peu d'interactions, parce que les plantes sont pas forcément locales. Par contre, elle est assez diversifiée, donc c'est intéressant. Alors, elle est bien s'il n'y a pas de bâche. Donc, si vous avez des bâches, vous vous rappelez au début, je vous avais parlé des facteurs de déclin de la biodiversité, avec notamment la présence de polluants, dont le plastique. Donc, quand vous mettez des bâches sur votre commune, gardez-les 1 an, gardez-les 2 ans maximum, et après enlevez-les. Déjà parce que sinon le développement des végétaux va vous en empêcher par la suite, dans le sens où ça va être très galère d'enlever le plastique. Et de toute façon, il se dégrade. Il se dégrade en microplastique et on le retrouve dans les terres de jardins partagés, dans les terres de chez vous, dans les terres de partout. En fait, maintenant, il y a du microplastique partout. Donc, il faut vraiment éviter d'en rajouter. Ici, vous avez, alors les photos ne sont pas dans le bon ordre, dans le bon ordre, mais c'est exactement le même espace. Mais sur la droite, c'était à quoi ressemblait cet espace il y a 10 ans, une dizaine d'années. C'est-à-dire un alignement d'arbres avec un espace enherbé et des câbles aériens qui posent problème en fait. Et ce qui fait que du coup, les arbres ont dû être taillés sans arrêt et ça demande énormément d'entretien. Et donc, du coup, ils ont été rasés et ça a été remplacé par ce qu'il faut pas faire, en fait. Même si après, les goûts, les couleurs, enfin, pourquoi pas, il n'y a pas d'idée, j'ai pas de critique particulière à porter dessus, excepté le fait que c'est très coûteux. Il faut une bâche, euh, il faut des bordures en métal, il faut du paillage minéral. Il y a quand même, pour moi, une certaine perte d'intérêt esthétique. Et surtout, en fait, c'est mal adapté dans le sens où il n'y a plus d'ombrage. Pour les passants, bah, c'est dans une rue en pente, et donc du coup, en fait, les passants ont très chaud et n'ont aucun, voilà, ces massifs n'ont plus d'intérêt en fait. Alors on a perdu tout ce qui pouvait être important avec l'espace enherbé et l'ombrage apporté par les arbres avant, n'existe plus aujourd'hui. Donc, ce qui pourrait être intéressant, c'est de refaire un alignement d'arbres. Et ce qui est bien avec la richesse des végétaux proposés maintenant par les pépinières, c'est que vous avez des arbres qui sont capables de faire un ombrage avec des dimensions réduites. Vous avez des pores d'arbres qui sont très intéressants et des dimensions aussi qui sont très diversifiées, ce qui vous permettrait de mettre des arbustes qui ne toucheraient pas au câble aérien et qui permettraient de faire un ombrage pour les habitants. Quand vous faites des aménagements, donc dans ce cas-là, de cette ville-là, bah, c'est difficile, parce que ça va demander à réaménager toute la rue, mais vous voyez, vous avez des espèces de rebords, en fait, l'arbre est un petit peu en hauteur, et donc là, on a des vraies problématiques de retravailler. On ne peut pas casser les bordures comme ça, parce que le système racinaire est trop haut. Donc, c'est vraiment des choses à réfléchir. Esthétiquement, pourquoi pas? Il y avait un intérêt, je suppose, dans l'aménagement à mettre les arbres un peu en hauteur. Mais aujourd'hui, avec les problématiques environnementales, notamment la sécheresse et les canicules, il faut quand même s'imaginer que c'est très important pour les arbres d'avoir les pieds, de récupérer le maximum d'eau, donc il faut éviter de les mettre en hauteur. Quand vous avez sur les photos de droite des bordures, là, n'hésitez pas à les casser, euh, à en casser une partie, là où l'eau peut s'écouler. Et ça permettra à l'arbre de récupérer un peu d'eau et des eaux de pluie qui viennent désenrober à côté. L'eau, elle est bien pour l'arbre, elle est bien aussi pour la vie du sol,
qui du coup, voilà, comme je vous ai dit tout à l'heure, ça, c'est des interactions qui sont bénéfiques à tous, c'est-à-dire à la vie du sol, ok, mais du coup, au bien-être de l'arbre, ça vous évitera de changer l'arbre parce qu'il a pris un coup de chaud, parce que peut-être que la vie du sol leur a permis de se développer correctement. Pareil sur ce type d'aménagement, ça, il faut plus le faire. Plus jamais. Bon, maintenant, ce qui est bien avec l'agence de l'eau, avec d'autres réflexions des aménageurs, il y a quand même maintenant, on le fait de moins en moins, c'est-à-dire de faire des alignements d'arbres entourés de béton. Euh, voilà, donc ça, c'est vraiment des choses à éviter. On va voir un petit peu tout à l'heure les solutions qui peuvent être existantes, parce que bah, dans le cas là, on est près d'un lycée, on a besoin de parking, donc il faut quand même pouvoir faire garer les voitures. Donc la trame brune, c'est bien, mais dans le cas là, comment est-ce qu'on peut faire? Ensuite, vous avez un cheminement qui est intéressant d'un point de vue biodiversité, d'un point de vue trame brune. C'est du petit pavé. En plus, ça peut être assez joli. Bon, ça pourrait être un peu mieux mis en valeur ici, mais c'est assez intéressant. Par contre, quelles sont les problématiques euh, pour le déplacement des personnes âgées et à mobilité réduite? Voilà, donc il n'y a rien qui est parfait. Il y a toujours, on peut toujours critiquer tous les aménagements qui sont faits, mais c'est important d'y penser en amont. Parce que par exemple, là, vous avez un grand espace à gauche, un grand espace à droite, et donc les personnes âgées qui veulent aller du fond vers nous, d'où est pris la photo, bah, par où ils passent en fait. Les personnes en fauteuil roulant, comment elles font? Voilà, les vieilles personnes avec une canne, par exemple, ou les personnes blessées, comment elles font? Donc ça, c'est des problématiques aussi à réfléchir. C'est-à-dire que c'est bien de faire de la trame brune, mais est-ce que ça ne va pas poser problème pour l'humain, notamment dans des zones urbanisées où on est là pour faire pour l'humain, en fait, tout simplement. Donc, il y a des solutions qui existent, qui peuvent être intéressantes. Sur la partie de gauche, c'est un nouvel aménagement. Donc là, vous avez du pavé enherbé. Euh, les espaces enherbés sont à peu près à la hauteur aussi du sol, ce qui permet de récupérer les eaux. Donc là, vous avez du quasiment 100% perméable. Même la partie enrobée, en fait, qui sert à la voirie, va rediriger les eaux sur les côtés. Donc en fait, la goutte d'eau qui tombe, elle retombe très rapidement dans la terre. Elle n'est pas dégagée dans les rivières. La partie de droite, vous avez un grand espace. Tout en bas à droite, vous avez un grand espace enherbé, pareil. C'est assez intéressant de faire ce genre d'aménagement qui permet de récupérer les eaux des espaces enrobés autour. Et puis en haut à droite, vous avez un vieil aménagement qui peut en fait être réaménagé de manière assez simple en cassant les bordures, en faisant attention au système racinaire des arbres, mais vous pouvez refaire une petite noue, vous pourrez faire des petits jardins de pluie et du coup réintégrer une partie de l'eau qui tombe sur l'enrobé dans cet espace-là. Voilà, donc il y a aussi des choses à faire de manière simple sur des aménagements existants. Voilà, de manière générale, c'était un peu ma conclusion, mais on va continuer. De manière générale, il faut se dire que tout ça, c'est une histoire très culturelle, en fait. Là, vous avez du fauchage tardif derrière vous. C'est ce qu'on fait beaucoup, on le fait de plus en plus. Ça pose problème encore parfois pour certaines personnes, mais c'est vraiment qu'une histoire culturelle. Il faut aussi se dire que faire ces aménagements-là ont un intérêt pour la biodiversité et derrière, en fait, pour l'humain, parce qu'on fait partie de cette biodiversité-là. C'est pas la nature et les hommes, c'est l'homme est dans la nature. Euh, et donc, c'est très important. Il faut essayer de comprendre un petit peu pourquoi on le fait. Des fois, certains habitants peuvent avoir des incompréhensions sur du fauchage tardif ou sur la création de trames brunes, etc. N'hésitez pas, donc, dans ce cas-là, à mettre des panneaux, à utiliser les moyens de communication que vous avez pour pouvoir promouvoir ces aménagements-là et expliquer pourquoi. Faire de la pédagogie, c'est très important. Ça éloignera un petit peu de l'ignorance, même si on ne peut pas tout savoir, hein, c'est évident. Mais d'avoir les connaissances, c'est très important. Ensuite, il faut aussi peut-être accepter l'esthétisme local. Alors, accepter certaines parties dans la région Grand Est. On n'est pas une région très ensoleillée. Bon, ça manque un peu de couleur. Et ben, c'est comme ça. En fait, oui, nous, c'est parfois un peu fade. Ça tourne vers le vert, ça tourne vers le marron. Bon, c'est notre région, c'est ça, en fait, hein. Donc, il faut aussi l'accepter. Et du coup, on n'est pas obligé de faire des espaces qui ressemblent à des terrains de golf ou à ce qu'on voit à la télé. Il faut aussi mettre en valeur ce qu'on va appeler un petit peu le banal, en fait. Et ben, c'est comme ça, c'est pas plus mal, en fait. C'est aussi une manière de se démarquer des autres régions et de pas obliger de planter toujours les mêmes essences ou d'entretenir de la même manière que partout ailleurs dans le monde.
ou dans des grandes villes. Voilà, quand on a une petite commune rurale, et ben, on peut mettre en avant ce patrimoine, ce paysage qu'on a chez nous. Et ça part aussi, et ça marche aussi, donc du coup, avec de la mise en valeur de prairies, parce que ça fait partie de l'histoire aussi de nos régions, par exemple. Et ensuite, c'est très important de prendre ça en compte, parce que ça permet d'éviter en fait les conséquences, et je pense que c'est un point important à souligner, c'est d'éviter les conséquences de la perte de biodiversité, dont j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure, et du dérèglement climatique. On a un gouvernement il n'y a pas très longtemps qui parlait d'adaptation, et en fait c'est bien de l'anticiper, cette adaptation au changement climatique, les plus 4 degrés dont il parle, etc. C'est bien de le prendre en compte, il faut l'anticiper, mais il ne faut pas que ça devienne une cible. Euh, il faut vraiment que se dire, il faut l'éviter à tout prix. Et s'il arrive, bah, on sera prêt. Et donc, du coup, ça demande beaucoup de courage de la part des élus et des agents. C'est-à-dire qu'il faut beaucoup de communication pour que tout le monde soit sur la même longueur d'onde et d'essayer de faire le maximum pour qu'il y ait le minimum d'impact et ne pas chercher les 4 degrés parce qu'on les aura. Vous voyez, c'est un petit peu comme si on vise le platane en voiture, et ben à un moment, le platane, on se le tape. Il vaut mieux regarder la route et c'est quoi notre objectif? Et l'objectif, c'est déjà de réduire au maximum tous les impacts humains qu'on peut avoir sur la nature pour éviter d'en payer les conséquences plus tard. Voilà, maintenant, je vais vous parler un petit peu de désimperméabilisation. Donc, c'est lié à la trame brune, en partie, vous allez voir. Donc l'idée, c'est de préserver la biodiversité, de s'adapter au changement climatique et de gérer, de mieux gérer en fait l'intégration des eaux pluviales directement sur le territoire, plutôt que de les envoyer dans les rivières, puis dans la mer, et après d'avoir des problématiques de sécheresse sur un territoire, parce qu'en fait, on a envoyé toutes les eaux, la goutte d'eau à chaque fois qu'elle atterrit sur votre commune. Si elle part dans la rivière et qu'ensuite elle part dans la mer, ben, en fait, vous l'aurez jamais. Et ce qui est un petit peu dommage. Donc, voilà. Petit point, euh, petit point sur le changement climatique. Donc, dans le Grand Est, ne regardez pas forcément les chiffres dans le détail, hein. L'idée, c'est de montrer qu'en fait, aujourd'hui, enfin, pas aujourd'hui, en 2050, est estimé, en fait, un changement climatique particulier qui fera qu'on va doubler, en fait, toutes les périodes chaudes et anormalement chaudes, les nuits caniculaires, il faut vous dire ça à peu près dans vos communes. Alors, c'est un peu plus fort en Alsace, ça l'est un petit peu moins dans les Ardennes, ça l'est un petit peu moins dans les Vosges, etc. Mais de manière générale, c'est ça. Et on va diviser par deux tout ce qui est froid. Alors, quelles sont les conséquences? Euh, sur le végétal, ça va être des problématiques notamment sur tout ce qui est fruitier et donc aussi d'autres végétaux, c'est qu'il va y avoir des problématiques. Il y a des végétaux en fait qui ont besoin de périodes froides. Donc le fait que ces périodes froides disparaissent ou se réduisent vont poser des problèmes sur tout ce qui est la production de fruits. Donc, dans les espaces, dans les zones rurales, c'est très important de prendre ça en compte. Et ensuite, par rapport à la trame brune, le fait qu'il y ait plus de moments chauds va poser des problèmes pour la vie du sol, qui a tendance à peu s'activer quand il gèle, mais surtout à peu s'activer quand il fait très chaud et quand il fait sec. Ce qui va poser problème, du coup, pour le développement de végétaux, des végétaux, parce qu'on l'a vu tout à l'heure, tout est imbriqué, tout est intriqué ensemble. Alors, ce sont des moyennes, ça va dépendre de ce qu'on va être capable de faire, je dis on de manière générale, parce que c'est pas juste la région Grand Est, c'est tout le monde en fait. À l'heure actuelle, on part sur le scénario pessimiste. Voilà, donc tout ce que vous voyez un petit peu bleu, mais en fait, c'est sur le pire, c'est ça à l'heure actuelle. Donc c'est très important de se bouger, et du coup, je vais faire un petit point bah, si vous êtes élu, n'hésitez pas à remonter ces informations-là, vos inquiétudes ou vos besoins je sais pas comment on nomme ça, mais à la hiérarchie, en fait, à votre hiérarchie, euh, aux responsables politiques qui sont au-dessus de vous, parce que voilà, c'est très important que ça va toucher, en fait, toutes les communes, de manière générale, et donc les habitants aussi. Voilà, les changements climatiques, je l'ai dit tout à l'heure, il faut absolument éviter ce qui va être les conséquences. Donc, on parle beaucoup de sobriété, mais je pense que un mot vraiment important qui a des conséquences, hein, forcément, qui a des conséquences de manière générale.
Mais on peut aussi, donc je l'ai dit tout à l'heure, il ne faut pas mettre de côté l'adaptation sans forcément viser que ce soit une cible et que ce soit un objectif prioritaire, parce que sinon on ira forcément vers ça. Mais en tout cas, c'est important de prendre en compte ces changements climatiques. On voit derrière, par exemple, sur la photo, c'est un parking qui a été aménagé à une période particulière, pour des raisons particulières, et qui aujourd'hui n'est plus du tout adapté, puisqu'il peut poser des problèmes d'inconfort à cause de la chaleur, du réchauffement de ces espaces-là, et qui du coup peuvent poser des problèmes de manière générale sur le, non, pardon, le réchauffement global, en fait, donc les périodes caniculaires peuvent poser des problèmes d'inconfort, des problèmes de santé, des problèmes de décès aussi, etc. Donc, je vous ai parlé tout à l'heure de la gestion intégrée des eaux pluviales. Euh, alors, il y a trois raisons à ça. C'est des surcharges des réseaux d'eau quand il y a des grosses pluies. Alors, il faut savoir que tout à l'heure, je vous ai parlé du changement climatique avec la division par deux des périodes de gel et des périodes froides, en fait, et la multiplication par deux des périodes chaudes. Il faut savoir que est estimée, la météo en fait, enfin ouais, la météo, la pluviométrie estimée dans notre région est à peu près identique à aujourd'hui. Donc de l'eau, on en aura quand même. Après, c'est à quel moment est-ce que cette eau va tomber? Est-ce que c'est par à-coup ou est-ce que c'est de manière un petit peu comme en ce moment, c'est-à-dire en continu? Donc ça a des conséquences forcément sur les infrastructures de gestion des eaux pluviales. Donc le fait d'intégrer la goutte d'eau directement dans le sol va vous permettre un petit peu d'alléger ce travail-là, ce qui est important parce que ça a un coût aussi financier pour la collectivité. Ensuite, il y a des problématiques, donc on l'a bien vu hein, à l'échelle nationale, des problématiques d'inondation, le ruissellement, vous devez peut-être l'avoir si vous avez du terrain en pente, et aussi une concentration des polluants. Et donc l'idée, c'est une goutte d'eau qui tombe sur votre territoire doit aller dans la terre le plus proche possible de là où elle est tombée. L'assèchement des nappes phréatiques est très important aussi. Je vous ai dit, normalement, on devrait toujours avoir de l'eau dans nos régions. On aura toujours des périodes de sécheresse qui vont être de plus en plus nombreuses, mais de manière générale, on aura de l'eau. Une des questions qu'on peut se poser, je l'ai pas trouvé les chiffres, mais c'est est-ce que la problématique, c'est le fait qu'il ne pleuve pas? La problématique majoritaire quand il y a une période de sécheresse, ou est-ce que la problématique, c'est le fait qu'à chaque fois qu'il y a une goutte d'eau, on l'envoie ailleurs? Donc l'assèchement des nappes phréatiques, c'est-à-dire aussi l'assèchement des sols entre la nappe phréatique et la surface du sol, euh, en fait, cet assèchement-là pose des problèmes pour le développement des végétaux. Et donc, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte. Voilà, pour ça, on passe par la végétalisation qui apporte énormément de bénéfices. Donc, j'en ai parlé beaucoup depuis le début, c'est favorable forcément à la biodiversité. C'est une source de nourriture qui est très importante. À l'heure actuelle, comme on a un pays riche, on a la chance de pouvoir aller dans les supermarchés. Mais dans la canicule de 2021, la production de pommes de terre en Grand Est a été divisée par deux. La pomme de terre, c'est quand même un des aliments qu'on mange le plus, qui est, qui est vraiment essentiel et basique, on va dire. Et donc, une division par deux, c'est vraiment très, très impactant. Alors, heureusement, on peut l'importer d'ailleurs, mais voilà, il faut quand même avoir ça en tête. Ensuite, on peut, grâce au végétal, améliorer la trame brune, créer des continuités, gérer les eaux pluviales, faire de la régulation thermique et diminuer des ICU. Alors, les ICU, c'est les îlots de chaleur urbains. Ce sont des espaces qui se chauffent la journée et qui restituent la chaleur la nuit aux zones alentours. C'est ce qui pose des problématiques de sommeil, qui pose des problématiques de chaleur, d'accumulation de chaleur dans certains espaces. Alors, dans les communes rurales, dans les grandes communes, il y a beaucoup d'îlots de chaleur. Dans des communes rurales, vous allez retrouver ça un petit peu dans des zones industrielles, si vous en avez. Et si vous n'en avez pas, ce qui est le cas, hein, des fois, vous pouvez très bien avoir de la forêt tout autour. Vous pouvez avoir des problématiques quand même, ce qu'on va appeler régulation thermique. Donc, en fait, c'est des problématiques de zone d'inconfort. C'est-à-dire qu'il va faire très chaud la journée. La nuit, il n'y a pas de souci particulier parce que la fraîcheur de la forêt, par exemple, va redescendre dans le village. Mais par contre, la journée, voilà, il y a des zones très minérales. Et donc, du coup, c'est très problématique de pouvoir se déplacer dans ces zones-là quand on est des personnes. J'ai pas forcément le bon terme, mais des personnes à santé faible, alors ça va être les enfants, les personnes âgées.
qui du coup ont le besoin de se déplacer dans ces zones-là et subissent cette chaleur. Ensuite, le végétal, il peut aussi capter des poussières et des polluants. Et ça, c'est très important parce que ça permettra quand même de dépolluer l'air. Et puis aussi, ça apporte, on l'a vu tout à l'heure, hein, avec la partie service écosystémique qui est la partie socioculturelle, c'est-à-dire un meilleur cadre de vie, un meilleur bien-être, et puis un attrait aussi dans votre commune. Vu la baisse de la démographie dans certaines communes, bah, c'est intéressant aussi de mettre en valeur votre commune pour pouvoir attirer aussi des nouvelles populations. Alors, c'est pas le seul critère, mais c'est pas à négliger. Donc la gestion de l'eau, elle peut se faire. Je vais vous montrer quelques exemples. Donc là, vous avez, c'est une ville américaine, donc voilà, on est dans quelque chose de vraiment très joli, très bien pensé, etc. C'est pas des choses qui sont forcément reproductibles partout, mais vous voyez ce qui peut être fait. Ça peut être vraiment très sympa et pourtant il pleut. Donc on peut aussi faire des choses vraiment intéressantes. Là, vous avez des exemples de la ville de Nancy, par exemple. Donc en haut à gauche, vous avez des nous. En haut à droite, vous avez une espèce de petite forêt urbaine, mais en la partie centrale, vous avez aussi une noue. En bas à droite, vous avez des nous. Et tout en bas à gauche, vous avez une zone qui est assez intéressante, c'est les zones de jeu et qu'en fait sont inondées si la Meurthe déborde. Donc ce sont des zones tampons. Et ça, ce sont des jardins de pluie en fait. On va appeler ça un peu des jardins de pluie. En fait, ce sont des grands espaces qui vont servir 99% du temps aux habitants pour, bah, ça peut être un parc par exemple. Mais si vous avez des problématiques d'inondation, c'est ces zones-là qui vont pouvoir protéger les zones d'habitation, de bureaux, les zones économiques autour, grâce à bah, tout simplement au fait que l'eau va arriver ici avant et va pouvoir euh, réduire les inondations, voire annuler l'inondation dans les zones que j'ai citées juste avant. Vous avez dans des techniques, donc des techniques minérales intéressantes en termes d'aménagement, vous avez le béton alvéolé, j'en ai parlé un tout petit peu tout à l'heure. Vous avez des aides pour ça. Vous avez quelques petites informations là en termes de coûts. Alors les coûts ont peut-être un petit peu évolué, comme les prix augmentent pas mal. Mais voilà, c'est pour vous faire un ordre d'idée. Vous avez des aides financières de l'Agence de l'eau Rhin-Meuse qui peuvent être intéressantes. Si vous n'êtes pas dans le bassin Rhin-Meuse, bah, vous pouvez contacter l'agence de l'eau proche de chez vous. Il y a peut-être des aides et qui vous permettront du coup de pouvoir réduire. Donc là, on le voit dans la partie en bas à droite. Ça vous permettra de réduire ces fameux soit îlots de chaleur, soit zones d'inconfort thermique. Et en même temps, de pouvoir infiltrer les eaux pluviales dans le sol, ce qui est très, très, très utile. Voilà, vous avez d'autres exemples un petit peu plus forts en termes d'enherbement avec des pavés à joints larges. Donc, c'est la même technique que les pavés classiques, c'est juste qu'on les espace un petit peu plus. Et puis après, on les comble avec de la terre, on les ensemence avec un gazon rustique et qui est adapté à la région dans laquelle vous êtes. Et voilà, donc après, donc les coûts, c'est assez variable parce que ça dépend aussi de ce que vous voulez planter et puis de la topographie de l'espace juste avant l'aménagement. Mais donc voilà, il y a des choses intéressantes à faire. Et à l'entretien, c'est facile, hein, il suffit simplement de tondre. Donc c'est plutôt pas mal. Si vous avez des zones déjà sablées, gravillonnées, euh, l'idée, c'est d'utiliser un petit peu, ça, alors ça marche beaucoup dans les cimetières, l'idée, c'est de garder l'existant. J'en ai parlé tout à l'heure avec le massif, le bac hors sol qu'il y avait, c'est pourquoi en fait redépenser de l'argent pour tout enlever et tout refaire, est-ce qu'on ne pourrait pas garder l'existant et le réadapter? Donc là, c'est le cas avec des zones sablées et à gravillon qui permettent, en fait, tout simplement, on fait alors, soit de l'hydromulching, soit on plante des vivaces basses, soit on plante du gazon à pousse lente. Et en fait, tout ça, ça permet de végétaliser ces espaces-là, du coup de réduire les problématiques de chaleur, d'apporter un petit peu de biodiversité, et puis d'améliorer le cadre de vie, parce qu'en fait, bah, une zone enherbée, on le voit, je ne sais pas si chez vous, vous avez des cimetières enherbés, mais c'est quand même beaucoup plus, quand ils sont réussis, il y en a beaucoup des réussis, ils sont quand même beaucoup plus intéressants d'un point de vue esthétique que quand ils sont en plein gravier. Voilà, ça marche aussi sur des aménagements en enrobé. Quand vous avez un enrobé, vous avez un peu de pente. Des fois, c'est bien plus intéressant à tout point de vue de découper une partie de l'enrobé qui est en bas de la pente et de récupérer l'eau
de l'enrobé qui est déjà existant dans une noue, dans un enrobé drainant, dans des pavés enherbés. Ça vous évite de refaire toute la surface. Donc ça vous permet forcément de réduire les coûts et puis aussi les impacts écologiques en termes de CO2, en termes à tout point de vue. Donc parmi les, je vous ai parlé d'enrobé drainant, bah voilà, parmi des, des techniques minérales qui sont perméables et qui sont très intéressantes, qui fonctionnent très bien, hein. Vous avez des résines. Dans les Vosges, vous avez par exemple le Perméo, mais vous avez aussi d'autres solutions qui existent ailleurs. C'est juste celle que j'ai en tête en ce moment. Ça permet, alors il faut faire attention, par exemple, sur ces résines perméables, c'est qu'elles supportent un piétinement léger. Alors il peut y avoir des accès, un accès au véhicule qui est autorisé, mais il faut éviter que ce soit trop fréquent pour éviter de l'abîmer. Et puis après, vous avez des enrobés, des bétons drainants qui sont très efficaces. Mais comme tout enrobé, comme tout ce qui est ciment, tout ce qui est béton, ça a un coût écologique d'un point de vue CO2 à la construction. Et puis même, il faut du sable. Et le sable, on le récupère dans des zones dans le monde qui auraient aimé le garder. Donc voilà, il y a des petites tensions sur le sable, approvisionnement du sable d'un point de vue mondial. Donc il faut éviter aussi de tout bétonner ou de mettre un... Voilà, si on peut éviter de mettre de l'enrobé drainant, parce qu'on peut mettre une noue à côté et garder l'enrobé existant, et ben, faisons-le. Voilà, donc on me dit dans le chat que l'agence de l'eau Seine-Normandie accorde également des aides à la gestion des eaux pluviales, à des imperméabilisations, etc. Voilà, donc n'hésitez pas à contacter vos agences de l'eau. Des fois, en plus, on n'est pas forcément au courant de toutes les aides qui existent. Et l'agence de l'eau, elle est très efficace, même techniquement, pour vous accompagner. Donc techniquement sur quelles sont les techniques à utiliser et puis et puis financièrement forcément. Et puis des fois vous avez aussi la région qui peut compléter, vous avez le département, regardez les communautés de communes. Euh, voilà, tout ce qui est collectivité en fait peut vous aider et peut-être aussi encore d'autres structures. Voilà, donc j'ai fini pile poil à l'heure. Si vous avez des questions, n'hésitez pas soit à le mettre dans le chat si vous êtes timide. Sinon, vous pouvez aussi désactiver le son de votre micro. Et puis, n'hésitez pas à me poser la question qui vous intéresse. Sinon, vous avez mon mail là sur le diapo. Si vous avez besoin qu'on se rencontre, qu'on discute, on peut aussi discuter par téléphone, hein. Et puis après, si ça vous intéresse, si vous semblez que ça peut être intéressant pour vous d'aller un peu plus loin, et ben on peut se voir, on peut voir les projets que vous avez en direct. Sur votre terrain, je peux me déplacer sans problème, moi ou mes collègues, que ce soit dans toute la région Grand Est. On a un site aussi à Reims, on a un site à Célestat. Donc voilà, mes collègues se feront un plaisir de venir discuter avec vous de vos projets qui seront liés donc à la trame brune, à la trame verte, en fait à tout ce qui est aménagement et qui prend en compte l'environnement et donc notamment la végétalisation de ces espaces.